Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invitée du jour est une femme dont la vie est guidée par un profond engagement envers les autres. Sa détermination à venir en aide aux populations en situation de détresse, à les soutenir à travers les épreuves, y compris la pauvreté qui les affecte, est tout à fait remarquable. Je suis très fière de recevoir aujourd'hui Donatella Campioni. Bonjour. Bonjour Geneviève. Merci à toi de m'inviter ici. Donatella, moi la première question que j'ai, c'est une vie d'engagement quand on est une femme, une maman, une épouse, une femme de famille. Une vie d'engagement, ça prend beaucoup de son temps, de ses réflexions, de ses priorités. Est-ce qu'on arrive à trouver de la place pour tout ? Oui, si on veut, on arrive à la trouver. Effectivement, si grâce à Dieu on a la santé, et donc on a l'énergie aussi, je pense qu'on arrive à la trouver. En plus, je suis très privilégiée quand même. J'ai un enfant, mais j'avais aussi... Bon, maintenant, il a 29 ans. Mais quand il était petit, j'avais quand même des filles au père à la maison. Tu avais de l'aide. J'avais de l'aide. Donc, je n'étais pas seule. Et en fait, c'est justement la pensée de vivre ici, dans un pays qui me tient beaucoup à cœur. Ça fait 34 ans, j'habite Monaco. Et j'ai aussi ma famille d'origine qui est pratiquement habitée ici. Il y a encore mon frère ici, mes nièces, mon fils est né ici. Donc c'est vraiment mon pays du cœur. Et je me rends compte comme on est privilégié. Je me considère incroyablement privilégiée. Et ce privilège, tu veux le partager ? Ce privilège, je veux le partager. Et j'ai commencé à voir qu'à Monaco, déjà je parle d'il y a 30 ans, il y avait beaucoup d'engagement. Donc j'ai connu des personnes qui après sont devenues des amis, qui étaient déjà engagées dans l'humanitaire. Et puis j'ai connu Monaco et des présences à travers une amie qui était une donatrice et qui soutenait des enfants parrainés dans un orphelinat. Et donc je l'ai accompagnée et j'ai commencé à parrainer des enfants. Et puis après j'ai connu les personnes qui faisaient partie du board de l'association. Et ensuite j'ai commencé à aider. Puis j'ai d'autres amis dans d'autres associations. Mais ton association de cœur à toi, c'est Monaco et des présences. Oui, parce que je la connais bien, parce que je me suis vraiment engagée, parce qu'elle a des projets que j'aime beaucoup, qui me tiennent à cœur et que maintenant je connais depuis des années. Parce qu'on les continue depuis des années. Ça fait 30 ans. L'association, en fait, elle en a 44. D'accord. L'année prochaine, on fera nos 45 ans. Ah, on va faire la fête. Oui, absolument. Et donc, je me souviens, je crois, qu'en 2019, déjà, on a fêté un anniversaire. En 2018. 2018, pardon, j'ai une année non, tu as raison. 2019. 2019, tu as une meilleure mémoire que moi. C'est exactement parce que c'était l'année avant le Covid. Voilà. Donc, on a fêté justement les 40 ans de l'association. Les 40 ans de l'association. Oui. C'était dans la cour d'honneur ? Dans la cour d'honneur du palais, parce que le prince nous a fait vraiment grand cœur, très généreux. Il nous a donné l'accord de son palais. C'est symbolique pour fêter aussi. Les 40 ans. Ouais. C'est symbolique, c'est ce que tu disais. C'est Monaco, un pays privilégié, mais un pays qui pense qui est toujours... très engagé. Voilà, très engagé. Et le prince, en première personne, il est extrêmement engagé. Et moi, je l'ai touché avec la main, tout ça. Parce que le prince, il a voyagé beaucoup pour l'association, bien avant moi. Quand encore, il y avait Josiane Lahore, qui était la présidente. Elle a été présidente pendant 20 ans. Et avant, il y avait Madame Ludu, qui était la femme du directeur de François d'Assise, Nicolas Barré. Donc, qu'à l'époque, c'était le Saint-Maur.
Donc, c'est Mon une Dieu, association qui a été... Ça nous rappelle tellement de Monaco. Oui, elle a été pratiquement créée par un petit groupe de bénévoles. Et le prince Albert, il est devenu après son président honoraire. Il était très jeune. Et il a commencé à voyager parce que ça lui plaisait de voir les projets en Afrique, en Inde, au Brésil. Donc, il a voyagé beaucoup. On est allé au Madagascar. Oui. Encore, il y avait Josiane Lahore. Et d'ailleurs, il y avait aussi Monaco Info. Il y avait des journalistes. C'est vrai, on vous avait suivi. Oui, voilà, qui étaient venus. Et donc, on est allé 2 fois avec le prince à Madagascar. Ou même 3. Et donc, il était au Cameroun, il était en Égypte, il connaît. Donc, lui-même, moi, je l'ai vu. On était au Sri Lanka. On avait, pendant longtemps, on a eu aussi des missions au Sri Lanka pour des orphelinats. Moi, j'ai vu le prince vraiment dans son aspect le plus humain. Et ça m'a beaucoup touchée. Parce qu'il a un grand cœur. Et il le fait avec le cœur ouvert. Oui. Mais comme toi, parce que là, tu parles de tous ces pays, donc en t'écoutant, je me dis, mon Dieu, mais cette femme, elle a fait le tour du monde. Le tour du monde, non, mais plusieurs pays, oui, parce que ce sont les pays historiques qui avaient Monaco des présences. Donc, j'imagine que ça s'est beaucoup développé, malheureusement, parce que si ça s'est beaucoup développé, ça veut dire qu'il y a beaucoup besoin aussi. Malheureusement, il y a beaucoup de besoins et parfois on se demande mais ces pays n'arrivent pas à changer. Donc il faut penser qu'on change la vie des personnes qu'on touche. Et c'est déjà beaucoup parce qu'on leur donne des opportunités, surtout les jeunes, surtout les enfants. Les enfants. Il n'y a pas de secret, donc il n'y a pas de secret, il y a la santé et l'éducation. Si on n'a pas ni la santé ni l'éducation, un pays ne pourra jamais progresser. Et une personne ne pourra jamais atteindre une certaine dignité de vie. Ça, c'est certain. Donc, nos axes, c'est l'éducation, la santé et l'aide communautaire. L'aide communautaire des personnes, par exemple, des femmes. D'aider des femmes. Oui, parce qu'on parle de pauvreté et forcément, on se dit... On en parlait avec Céline Cotalorda qui était assise à ta place il n'y a pas très longtemps et elle me disait souvent dans les conflits, dans la pauvreté, dans le manque de dignité, les premières, ce sont les femmes. Oui, toujours. Et pourtant, et moi je suis, pas parce que je suis femme, mais parce que ce que je vois dans ces pays, ce sont les femmes qui portent le fardeau de la famille et beaucoup de fois aussi du travail. Donc ce sont des femmes qui travaillent pour soutenir elles-mêmes, les enfants. Et malheureusement, beaucoup d'hommes ne travaillent pas, ils battent les femmes, ils boivent, et à un certain moment, ils partent, on ne les retrouve plus, se font une autre famille, ils abandonnent tout le monde. C'est très, très triste, parce que c'est toujours la femme. Et je le vois en Afrique, je le vois en Inde, je le vois au Brésil. Ouais. En Inde, on a cette image de la société indienne qui est très, très dure avec les femmes. Elle est très, très dure. La société indienne que je connais bien, parce que je fais quand même 20 plus années d'Inde. Et c'est une société qui est très particulière et très complexe. C'est une société, d'un côté, c'est un pays qui est, disons, une des sources de mysticisme, une des sources de spiritualité. Et de l'autre côté, il y a une grande cruauté, point de vue social. Parce que le système des castes, c'est quand même un système très cruel. Ouais. Et puis la position des femmes, surtout si elles n'appartiennent pas à des castes élevées, elle est comme du bétail. C'est pratiquement du bétail. Est-ce que la première fois, est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as été en Inde ? Parce que ça a dû être un choc quand même. Oui, c'était quand même un choc. Déjà une fois, je dois dire la première fois, mais j'ai un souvenir très loin, j'avais 15 ans et je suis allée avec mon papa. Ah oui. Et on passait par C'était du tourisme. C'était du tourisme. Et on est passé par Delhi.
On est resté 2 jours parce qu'on était en voyage et on est resté 2 jours à Delhi. On a un peu visité les choses les plus importantes. Je parle d'il y a beaucoup d'années. Ouais. Hein. Oh, non. Non, Avant-hier. Avant-hier. Allez, avant-hier. Et donc, et j'ai le souvenir quand même d'avoir vu des gens mourir dans la rue. Et ça m'a énormément touchée. À 15 ans, tu as vu des gens mourir dans la rue? Dans les marchés. Il y avait des gens minces, maigres, des hommes avec la peau sur les os, avec un citron à la main. Ils n'avaient rien. Et c'est vraiment l'époque où elle avait commencé. La mère Teresa. La mère Teresa, oui. Enfin. Et donc ça, c'était quand même un souvenir, je n'oublierai jamais. Tu l'as rencontrée, mère Teresa, ou pas? Non, malheureusement non. J'ai rencontré la sœur Emmanuelle, qui est la mère Teresa d'Égypte, pratiquement, même si elles étaient très différentes, hein, les 2 sœurs. Mais sœur Emmanuelle, elle est spectaculaire. L'énergie de cette femme, toute petite, toute menue, mais elle était l'énergie pure. Donatella, quand on t'écoute, on se dit que pour porter tous ces projets-là à la tête de Monaco des Présences, mais c'est pas la seule association dans laquelle tu es impliquée de toute façon, donc on peut pas faire toute la liste, mais enfin on pourrait la faire, mais ce que je veux dire, c'est que tu parles d'énergie. Il faut cette énergie. D'où on puise cette énergie? Où est-ce qu'on la trouve, cette énergie? Moi, je pense qu'on la trouve dans le cœur. Dans le cœur. Dans le cœur. Donc, à 15 ans, tu n'oublies pas cette scène. Est-ce que tu penses que c'est à ce moment-là où tu commences à te dire « un jour, je ferai quelque chose » ? Oui, c'est bien possible, mais il a passé longtemps quand même avant que je commence à aider. Je dois dire, j'avais commencé à aider des associations. À l'époque, c'était Médecins sans frontières. Ça me fascinait, ces médecins qui partaient quand même avec rien. Et ils allaient dans des pays, surtout dans des pays très dangereux, donc des pays en guerre, avec des conflits. Donc là, il fallait le faire. Donc j'aimais beaucoup cette association. Je l'estimais beaucoup. Puis, on connaissait les grandes associations, la Croix-Rouge internationale, l'UNICEF, etc. Et puis, j'ai commencé à connaître les petites associations qui étaient vraiment engagées sur le terrain à Monaco. Et là, c'est à Monaco que j'ai basculé. Tu as basculé? Ouais. Parce que toi, tu n'es pas originaire de Monaco. Hein. Ta première vie, elle est en Italie. Oui. Elle est en Italie, que j'ai quand même quittée assez jeune. À Turin, c'est ça? C'était à Turin. Et j'ai quitté, à l'époque, vers les 24 ans. Et je suis allée puis un peu en Suisse pour étudier le français. Ensuite, que tu parles très bien. Non, je ne parle pas très bien, mais je m'arrange quand même. Parce que moi, j'aimerais parler l'italien comme toi, tu parles le français. J'ai beaucoup d'amis. Je suis quelqu'un qui aime rester dans les communautés internationales. Donc, à Monaco, je parle beaucoup de français et d'anglais. Il y a beaucoup... J'en profite parce qu'il y a une communauté internationale et c'est ça qui est beau. Pas seulement l'italien, c'est ça qui est magique. Mais c'est magique. C'est ça qui est magique. C'est magique. Parce qu'on parle de cet engagement, et c'est vrai qu'on imagine que pour pouvoir maintenir cet engagement et avoir des partenaires, puisqu'il faut de l'argent, il faut beaucoup d'argent, il faut des infrastructures, il faut des volontaires, il faut des bénévoles, il faut des gens qui ont du réseau, qui ont donc des connexions politiques, etc. Donc ça, c'est une société cosmopolite qui peut offrir ça, sinon c'est pas possible. Absolument. Et Monaco a l'avantage d'être une petite société, parce qu'on est vraiment très petit, mais c'est quand même une société qui est très engagée. Et il est une société très particulière, justement, à cause du fait que les nationaux, ils sont une partie de la population. Ce n'est pas la plupart de la population. Il y a les Français, il y a les Italiens, qui sont les autres importantes communautés. Il y a les Anglais. Beaucoup d'Anglais. Et puis, il y a beaucoup aussi d'Espagnols, les Allemands. Il y a beaucoup du Nord. Donc, de Scandinaves maintenant. Voilà, j'ai des amis scandinaves, et c'est ça vraiment, les Russes, c'est vraiment ce qui est magique de Monaco. Dans le petit, si on veut, on peut connaître à l'international. Mais oui. Et là,
Je pense que je ne vais pas te choquer, mais je te pose la question quand même. C'est où chez toi? C'est ici ou c'est en Italie? C'est Monaco. C'est Moi, Monaco. l'Italie, je l'ai quittée à l'âge de 24 ans. Je suis allée en Suisse. Après, je suis allée aux États-Unis. Je suis restée 2 ans aux États-Unis. Ensuite, j'ai connu mon mari. Et lui, il était italien, mais il habitait Milan. Donc, Milan, c'est pas Turin. C'est pas Turin, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, je l'ai suivi et on a vécu à Milan, en fait. Donc, j'ai vécu 8 ans à Milan avant de venir ici. C'est votre décision à tous les deux de venir ici? C'était plutôt ma décision, parce que j'avais mon frère qui s'était déjà établi ici 2 ans ou 3 ans avant moi. Et puis j'ai eu aussi ma tante que j'adorais et que c'était comme une autre maman pour nous, qui était seule à Turin. Et elle s'est dit, qu'est-ce que je fais toute seule à Turin? Je suis... elle est venue à Monaco. Et elle est venue à Monaco. Et depuis, elle a vécu à Monaco. Elle est décédée maintenant, parce qu'elle avait quand même 91 ans quand elle est décédée. Et ça fait sa date. C'est une belle vie. Mais elle est dans le cimetière de Monaco. Donc, moi, j'ai des attachements, j'ai des liens à Monaco. Ensuite, mon fils... Tu as dit, ton fils est né ici, hein? Est né ici. Mon frère habite ici, comme je te disais bien avant moi. Il a 2 filles qui sont nées ici. Donc maintenant, évidemment, les études, elles ont fait les écoles ici, mais puis ils sont allés à droite et à gauche, un peu à Londres, un peu en Italie, etc. Et maman, à un certain moment, la seule personne que j'avais de ma famille, c'était ma mère et ma tante et ma grand-mère. Quand ma grand-mère est décédée à Turin, et on a décidé d'amener maman ici. Et donc, maman a vécu ici avec nous il y a pendant 20 ans. Et elle est décédée l'année dernière, elle avait 94 ans. Donc, pour moi, Monaco, c'est vraiment chez moi. C'est vraiment chez toi, oui. Et tous les amis, la plupart de mes amis, je les ai connus ici. Ben oui. Donc, en fait, ta vie d'aujourd'hui, depuis au moins 30 ans de Monaco et tes présences, c'est une vie monégasque, avec des gens qui habitent Monaco et qui vivent une vie comme la tienne et qui échangent avec toi. Et il y a beaucoup, évidemment, tu le sais bien, en 30 ans, 34 ans, Monaco a beaucoup changé. Oui, beaucoup. Et c'est normal. Comme partout, il y a des changements. Il y a des choses, on doit évoluer, la société a évolué, les communautés ont évolué, ont changé. Et il y a de plus en plus de familles avec des enfants ici. Il y a le problème des écoles qui sont pleines à craquer. Oui. Bientôt, on va te demander de l'aide pour faire des écoles. Pour faire des écoles. Tu sais faire des écoles, toi. Oui. Je ne sais pas si je les sais. Je sais les faire avec les standards européens, mais quand même... Parce que, prenons un exemple. Tu me dis, je rentre du Brésil. Donc, tu es allé voir un projet. Oui. Au Brésil, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un orphelinat, une école? Non. Au Brésil, on soutient un projet depuis 25 ans, à peu près, 25-30 ans, avec les enfants des rues, les jeunes des rues. Qui est un problème énorme, pas seulement au Brésil, dans tous les d'Inde grands tout à l'heure, pays. En Inde, c'est la même chose. En Afrique, c'est la même chose, parce qu'on a le même type de projet à Madagascar. Nous, on a un autre projet au Cameroun, depuis 25 ans aussi, où on a construit un centre pour les jeunes des rues. Donc, particulièrement au Brésil, il y a cette association, qui est une ONG locale, mais très importante, parce qu'elle est très grande, qui s'appelle Casa do Menor, et qui a été construite par un paroissien, un prêtre italien, qui a été envoyé, dont le frère habite Monaco. En plus, un des frères habite Monaco. Donc, il vient souvent. C'est comme ça qu'il est arrivé à Monaco il y a 25 ans. D'accord. Il a demandé de l'aide, et donc Monaco et des Présences l'a aidé. On a construit des maisons, parce qu'il a construit un centre pour, disons, pour aider les jeunes, les enfants. Il les accueille. D'accord. Et il essaye de les sortir de la drogue. Et oui, parce que la rue, c'est la drogue, tout de suite. Mais oui. Parce qu'en plus, le Brésil, c'est une réalité très violente.
il y a quand même une société qui est une société difficile. Aussi. On parlait de l'Inde, mais le Brésil, c'est différent. Le Brésil, mais c'est différent, difficile. mais c'est aussi difficile d'une façon complètement différente. Je dirais qu'il y a plus de criminalité que l'Inde. Elle est plus visible, disons. Et donc, il y a les gangs de la drogue qui sont extrêmement puissantes. Il y a beaucoup, malheureusement, de complicité avec les institutions. Les institutions, le niveau politique, au niveau politique et avec la police. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui s'entretuent parce qu'ils font partie de gangs différentes, alors où ils sont tués par les gangs adversaires, ou ils sont tués par les milices de la police. Et ce sont des jeunes qui sont vraiment abandonnés. Ils n'ont jamais connu l'amour, ils n'ont jamais connu de l'affection. Ils ont des familles qui n'existent pas ou qui se sont complètement, ils ont implosé. Donc, quand ils arrivent au centre, ils commencent à avoir de l'attention, de la présence, de l'amour. Et donc, ils commencent à changer. Il y en a qui s'en sortent. Donc, ils laissent la rue et qui commencent à faire travailler, une vie. À faire une vie. C'est quand même c'est un parcours difficile, assez long, parce que ce sont des jeunes qui sont un peu sauvages. Ils sont dans le sens qu'ils n'ont jamais eu... Ils ont dû survivre dans la rue. Survivre dans la rue, il faut être des guerriers. Donc, wild animals, c'est des animaux sauvages pour pouvoir survivre. Et donc, pour qu'ils se adaptent à une vie sociale, ce n'est pas toujours le cas. Il y en a qui retournent dans la rue. Ah, c'est ça que j'allais te dire. Il y en a qui reviennent pas. Il y en a qui ne restent pas. Mais après, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Mais quand même, disons que sur 100 jeunes qui passent par Casa do Menor, il y en a 35 qui s'en sortent. C'est déjà beaucoup pour eux. Parce que, surtout, nous, on organise les cours professionnels, l'école. Donc, petit à petit, ils peuvent recommencer ou aller être réinsérés à l'école, ou bien ils font des cours professionnels pour leur donner un métier, parce que qu'est-ce qu'ils font quand ils sortent ? Oui, c'est ça. Et puis, il y a un âge limite ? L'âge limite, il n'y a pas vraiment d'âge limite. Le fait est que, entre-temps, au Brésil, la législation a changé. Donc, les mineurs, ils ne laissent plus de 3 mois dans une institution, parce que la loi, elle veut les obliger à rentrer dans une famille. Quelle famille ? On ne sait pas. C'est très difficile de trouver des familles d'accueil, quand même. Et ces jeunes, ils n'ont pas alors... Ils cherchent les assistants sociaux, ils cherchent un oncle, une tante, un cousin. Mais la plupart des fois, c'est un problème parce que le jeune, il retourne dans la rue, justement. Donc, ça, c'est un peu... 3 mois, c'est court, hein ? C'est très court. Mais ils ont changé les lois il y a quelques années. Et malheureusement, c'est comme ça. Est-ce que par moment, tu serais tenté de faire de la politique dans ces pays-là ? Parce que quand tu dis change les lois, ce serait avec les gouvernements qu'il faudrait parler. Je sais. Mais oui, mais tu sais, moi, je suis très pragmatique. Alors, je pense que si dans ces pays-là, tu arrives à faire de la politique, ou tu es tué, ou tu dois descendre à des compromis, qui sont difficiles, qui sont très importants. C'est ça la magie de ce que tu fais, c'est que toi et tous ceux qui font partie du réseau humanitaire dans le monde, tous ceux qui s'engagent pour aider, il n'y a pas de compromis. On aide. Et on aide. Et on trouve tous les moyens pour aider. Voilà. Et parce que si on ne peut pas sauver le monde. Et ça, c'est quelque chose que dans le parcours que je fais, comme je pense dans le parcours de beaucoup de personnes comme moi qui sont engagées dans l'humanitaire ou dans l'environnement ou dans une cause sociale, à un certain moment, ils se demandent, mais est-ce qu'on a un impact
est-ce que Et oui, parce que tu disais on a des 35%. résultats? 35%, tu disais 35 qui s'en Ben sortent. oui. Donc tu as un résultat, mais tu te dis aussi, il y a donc 65 qui s'en sortent pas. Et non, parce qu'ils n'ont aucun autre aide Et ouais, c'est ça. par la société, par l'État, rien du tout. Mais alors, vous avez un impact. Nous avons un impact. Toi, il tu faut ressens ton impact? Oui, parce que à un certain moment, je me suis fait, comment dire, un examen de conscience. Ah oui? Il y a quelques années, et je me suis dit, mais je ne peux pas sauver le monde, parce que je voulais tout faire. Alors, il faudrait changer ça, il faudrait changer ça, il Ça faudrait ne faire m'étonne ça. pas que tu voulais tout faire. Mais, et comme moi, il y avait les autres aussi. Ouais. Mais puis, on s'est dit, non, mais on ne peut pas. Il faut faire avec. Et on ne peut pas exporter ce qu'on a chez nous, par exemple, ce que nous, on connaît, le style de vie que nous, on connaît, là-bas. Il faut accepter. Il faut avoir la force d'accepter ce qui se passe sur place. Et essayer petit à petit de changer la vie à qui on peut la changer. Ouais. Et il y a une petite histoire que quelqu'un m'avait racontée, et je ne sais plus qui est une histoire bête d'enfant. Hein. Ouais. Sur une grosse plage sur l'océan, il y a la marée. Et il y a plein de monde, c'est pendant un week-end, l'été, et beaucoup d'enfants, beaucoup de personnes, beaucoup d'adultes. Et la marée commence à se retirer. Et laisse découverte beaucoup d'étoiles de mer. Oui. Petites étoiles de mer, il y en a beaucoup qui restent. Et il y a un petit garçon qui commence à courir. Il en prend une, puis il court et il la jette où il y a encore de l'eau. Puis il prend une autre et il la jette. Et il y a ses copains qui arrivent chez lui et disent « Mais qu'est-ce que tu fais? Regarde, tu en as des centaines. Et ça ne sert à rien. » Et lui, il dit une chose. Il dit « Oui, il ne sert à rien pour les autres. Mais pour les deux que je sauve, ça a servi. Parce qu'ils sont sauvés. » Et oui. Et en fait, c'est comme ça. Moi, je pense qu'il faut penser dans l'humanitaire. C'est ça le l'humanitaire. raisonnement de l'humanitaire. Oui. Parce que si on veut changer, on ne peut pas changer un pays. Ouais. On ne peut pas changer, même chez nous. On ne peut pas sauver tout le monde. Il faut des générations. Il faut l'éducation pendant des générations pour changer. Eh oui. Donc, on ne peut pas. Mais donc, il faut penser, se focaliser sur les personnes, ou les êtres, ou les projets qui ont un impact pour changer ces personnes-là. Donner une opportunité aux personnes qu'on touche. Eh oui, mais parce que... Même si on touche 35 personnes sur 100, eh ben c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, oui. C'est déjà beaucoup. Et c'est tu dirais que c'est un symbole d'espoir, ce chiffre? Oui, c'est un symbole d'espoir. Parce que pour ces 35 personnes, on leur redonne une vie qu'ils n'avaient pas. Et qu'ils n'auraient pas espéré avoir. Et qu'ils n'auraient même pas espéré avoir. Parce que moi, j'étais dans les rues et j'étais avec le père, celle qu'on appelle la Cracolandia. La Cracolandia, c'est même pas la favela. Parce que la favela, c'est déjà une communauté qui est structurée, avec des maisons décentes. La Cracolandia, c'est des gens qui habitent sous les ponts. Et c'est un endroit où ils se font des baraques en carton. En toile. Il y a beaucoup d'enfants. Et il y a beaucoup d'enfants. Et il y a des familles qui habitent là. Et ils sont tous drogués. Ils sont tous drogués. Ils font du commerce, de petits commerces, du deal de drogue. Et on a même fait des baptêmes à des nouveau-nés qui étaient nés. Le père Renato, il a fait le baptême au nouveau-né qui était né justement. Et le père n'a pas pu venir parce qu'il était sous l'influence de la drogue. Il était dans sa hutte. Donc, il n'y avait que la maman avec la petite sœur. Ah. Et donc, la drogue, c'est un ennemi. C'est un ennemi. Un ennemi épouvantable. Épouvantable. C'est vraiment parce que ça te prend le cerveau. Donc, à ce moment-là, on n'a plus les capacités pour s'en sortir. Mais il y en a qui s'en sortent. Justement, les 35%, ils arrivent à s'en sortir. Ils sont tous drogués? La plupart. La plupart, oui. La plupart. Mais avec des drogues aussi qui ne volent rien. C'est la colle.
justement. Oui, c'est pas, Voilà. on parle pas, ils n'ont pas de quoi s'acheter de C'est l'héroïne ou de la cocaïne. ou de la cocaïne, mais c'est justement, c'est la drogue qui coûte le moins. La colle, ils inspirent. Ouais. Et c'est donc ça, je parle vraiment du niveau le plus délaissé, le plus difficile, le plus j'ai vu ça aussi, pas vraiment comme ça, un peu moins, mais au Cameroun, justement. Ouais. Au Cameroun, on a ces centres de... Oui, parce que malheureusement, la drogue, c'est universel. Hein. C'est universel. Là, tu la trouves de partout. De partout. Hein. De chez nous. Tu peux aller n'importe où, dans l'île la plus lointaine, et tu peux la trouver là aussi. Hein. Donc, c'est comme le plastique. Oui, tu le trouves de partout. Même dans l'île, sur la belle plage blanche, dans un îlot, au milieu de l'océan, tu trouves des briquets, des morceaux de plastique, des bouchons de bouteilles. C'est triste. Hein. Non, c'est vraiment triste. Et voilà, là aussi, je pense, tu vois, l'engagement de Monaco pour ça, il est vraiment exemplaire. Oui. Mais parce pareil, qu'au moins, on essaye de faire quelque chose. Oui. C'est un énorme problème, très complexe. Ouais. Mais là, on essaye. Avec le prince en tête, qui vraiment, il y tient beaucoup. C'est une cause pour lui qui lui reste à cœur. Et donc, quand même, s'il n'y a personne qui commence, personne ne fait rien. C'est ça. C'est toujours ce qu'on dit. Il faut bien commencer par quelque chose. Même si c'est pas très significatif, mais au moins c'est un commencement. Mais oui. Donc, et je trouve, pour ça, Monaco, c'est un peu un petit melting pot, comment on peut dire en français. Tu vois, on dirait que c'est un berceau dans lequel il y a beaucoup de... Voilà, un berceau de beaucoup d'idées, beaucoup de personnes qui veulent faire du bien, beaucoup de groupes de femmes, d'associations d'un peu de tous les types, à part les associations culturelles. Mais je parle justement... Parlons un peu culture. Parce qu'on a parlé beaucoup d'aide et on pourrait parler de ça. On pourrait prendre 10 000 thés, on pourrait discuter pendant des heures, parce que effectivement, mais moi j'aimerais aussi qu'on parle de ton amour pour la musique. Alors, l'amour pour la musique est venu il y a longtemps, quand une amie m'a demandé de rentrer dans les Amis de l'Opéra. Et ça date de plus de 20 ans. Toi, tu aimes l'opéra personnellement ? Moi, j'aime beaucoup. Et j'ai un fils qui est un passionné d'opéra. Il a 29 ans, mais de l'âge de 15 ans, il a commencé à chanter l'opéra sous la douche. Donc, c'est vrai ? Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'à la maison, on n'était pas des passionnés d'opéra. Moi, j'aime la musique, mais en général. J'avais un CD de Pavarotti. Lui, il a trouvé ce CD, il a commencé à l'écouter, il est tombé amoureux de la voix de Pavarotti et des opéras, donc maintenant, il est un grand passionné. Donc, mais moi aussi, j'aime beaucoup l'opéra. Il faut dire que l'opéra, c'est magique. Oui. C'est un moment suspendu, avec beaucoup de finesse, on a beaucoup de choses dans l'opéra. Il y a absolument. Beaucoup à découvrir. Il n'y a pas que de la musique. Oui, absolument. Il y a du théâtre, donc il y a de costumes, la mise en scène, il y a les costumes, il y a les décors, il y a les chœurs. Par exemple, le chœur de Monaco, le chœur d'opéra de Monaco, moi j'aime beaucoup. Ils sont extraordinaires. Donc, on sent que tu aimes les choses qui se font en groupe. Hein. Moi j'aime les équipes. J'aime les équipes. Ouais. Tu aimes les gens. Hein. Moi j'aime les. Ouais. Fais pas les choses seule. Hein. Donatella ne fait pas les choses seule. Moi je suis très ouverte à l'amitié, Je pense que la solidarité c'est quand même celle qui me stimule le plus. Mais c'est quelque chose que tu ressens ou tu ressens pas. Donc, je ne peux pas dire que je me suis construite. C'est ma nature, en fait. Donc, chacun a sa nature. C'est pas un plus ou un moins. C'est juste être comme ça. Oui, de toute façon, il faut de tout. Hein, pour faire une équipe, justement, il faut des gens très différents. Et moi, je pense que, quand même, le travail d'équipe, dans tout, pas seulement les associations, dans le travail, dans les professions, c'est comme dans le sport, c'est c'est ce qui gagne. C'est ce qui fait gagner, en tout cas. C'est ce qui fait gagner. L'équipe, c'est la force. Parce que tu peux avoir un leader, mais s'il y a seulement le leader sans l'équipe,
il va nulle part. Oui, c'est et vrai. surtout, il y a un problème, c'est quand le leader, il n'est plus là, Qu'est-ce ou qui il se ne peut passe, pas ouais. s'occuper, s'il n'a pas construit une équipe qui est structurée et qui est responsable, tout ça tombe à l'eau. Ouais. C'est un Tout stress tombe que à tu l'eau. as, ça, de te dire que peut-être Oui. les équipes sans les leaders que vous avez mis en place, tu parlais du père Renato, mais Oui. est-ce que c'est un stress que tu as, ça? Mais justement, c'est un petit stress qu'on a parce que justement, ces leaders de ces projets qu'on a depuis 30 ans ou plus, ils commencent à avoir un Tout le certain monde âge. vieillit, hein. Eh ben oui. Et donc, petit à petit, ce sont des personnes qui ont fait une vie très difficile, dans des pays très difficiles, dans des conditions très, très stressantes. Donc, il y en a qui peuvent commencé à avoir quelques petits problèmes de santé. Ouais. D'ailleurs, le père Maurizio de Cameroun, qui a fait ce centre, qui s'appelle d'ailleurs le centre de Princesse Grace, qui a Oui. été construit il y a 20 ans, et que le prince était allé avec Josiane Lahore pour l'inauguration, oui. pour son inauguration. Oui, oui, je me souviens. Le père, il a dû se retirer il y a 4 ans parce qu'il avait des problèmes, des soucis de santé. Mais maintenant, on est très content parce qu'entre-temps, il est arrivé à mettre sur place une équipe laïque de ouais. locaux qui sont extrêmement efficaces. Extrêmement efficaces. Alors, c'est possible. La directrice, possible. c'est une femme. Ah, ben voilà. C'est une femme avec un cœur énorme et avec un aussi une bonne poigne. Bonne poigne, dans un gant de velours, mais avec une bonne poigne. Et justement, on est allé sur place au mois de novembre l'année dernière pour la mission et on était vraiment contents. Donc, par exemple, là, il y a une équipe de 12 personnes, entre la directrice, puis il y a le trésorier, puis il y a 8 ou 9 éducateurs, toute une équipe, ils sont tous salariés, ils sont tous réguliers. Pour ça, c'est aider important les pour les enfants, structures. ça, c'est très important. Eh ouais. Ils ont dû remettre tout en ordre légalement, l'association, déclarer, etc. Et nous, en particulier, Monaco des Présences soutient les salaires de toute l'équipe. Oui, parce qu'on que disait tout à l'heure, il faut beaucoup d'argent quand même. Il faut beaucoup d'argent. Et sans cette équipe, le centre n'a aucun sens. Bah, bien sûr. Parce que ce sont les personnes qui font le centre. Ce n'est pas le centre lui-même, un 4 murs. Ouais. Donc, les équipes sont extraordinaires. Ça fait longtemps qu'on les connaît déjà. La plupart, ce sont des hommes. Et il y a des femmes aussi, dans les 30, 40 ans. Il y en a qui sont aussi des universitaires. Qui ont fait des études de sociologie et qui doivent être forts parce que là aussi on a affaire avec des jeunes de la rue et qui sont cruels, ouais. Qui sont des survivants comme on disait. Et donc pour les sortir de certaines situations, il faut quand même avoir de la poigne, comme on dit. Mais on est très content, par exemple, parce que pour le Cameroun, ils ont une équipe extraordinaire. Ben voilà. Donc au moins, même sans le père il suit à distance, mais eux, ils marchent très très bien. Bon, il doit être fier, lui, d'avoir permis à ce projet de continuer sans lui. Absolument. Moi, je pense aussi, c'est un grand don qu'il a fait d'humilité. Parce que je connais et j'ai connu beaucoup de personnes qui s'occupent d'humanitaire, beaucoup aussi pas seulement de laïcs, mais de missionnaires, de prêtres, de sœurs, de bonnes sœurs. Et malheureusement, parfois, il y a l'ego. Là aussi, et d'ailleurs, la sœur Emmanuelle, dans ses livres, elle avait écrit « Notre plus grand ennemi, c'est notre ego oui. ». Parce qu'à un certain moment, nous nous sentons tellement importants, tellement indispensables, même si c'est un peuple de gens qui n'ont rien, mais pour eux, nous avons le pouvoir sur eux. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut faire attention à l'ego. Hein. Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis, il faudra que je fasse attention d'être sûr que je suis toujours dans le bon sens. Oui. Parce que parfois, l'ego, c'est notre plus grand ennemi, parce que il se déguise, et tu ne le vois pas.
Ben, dans notre vie en général. Hein. Oui, j'allais te dire, et pas que dans l'humanitaire. Hein. C'est dans notre famille. C'est à côté de nous. C'est parce que dans les bureaux où tu travailles, à la maison, tous avec le mari, la femme, les enfants, ton papa, ta maman, etc., les frères, les sœurs, c'est en fait ce qu'on appelle l'ego, c'est nos qualités, celles qui nous gardent en vie d'ailleurs, hein, c'est la survie. L'ego. Mais ça peut devenir aussi la soif du pouvoir, la soif de s'affirmer, donc l'intolérance, donc ça, l'arrogance. Ça, c'est facile de tomber. C'est facile de passer de l'autre côté. Ouais. Et là aussi, dans l'humanitaire, c'est pareil. Donc, c'est parce que le plus dur, tu dirais, parce que tu dis c'est dans notre vie à tous les jours, c'est pour nous tous. Comment toi tu fais, puisqu'on sent que tu as des convictions, on sent que tu as des objectifs, des idées, tu sais ce que tu veux obtenir, tu sais ce qu'il faut faire pour l'obtenir. Comment tu fais quand tu te retrouves dans un moment où il faut que tu prennes l'avis des autres et que tu l'entendes? Parce que on dit toujours, pour bien décider, il faut avoir écouté. Est-ce que, par exemple, tu disais, on est allé au Brésil, tu fais le tour, tu as des décisions à prendre sur le moment. Oui. Et comment tu écouter. Voilà. La première chose, comme tu dis, il faut écouter les autres. Parce que si tu n'écoutes pas les autres, tu leur donnes des choses qu'ils ne veulent pas. Et après, ils n'utilisent même pas. Ou ils ne savent même pas les utiliser. Ils ne savent pas les utiliser. Et ça, j'ai vu aussi. Dans certains pays, quand il y a eu des moments... par exemple, il y avait eu des catastrophes naturelles. Et il y a des missions qui sont parties, etc. Beaucoup d'aides humanitaires qui sont arrivées après le tsunami. Il y a eu des choses qui se sont faites. En italien, on les appelle les cathédrales dans le désert. Donc, par exemple, des hôpitaux où il n'y avait pas des rues d'accès. Tu vois, ou des hôpitaux où il n'y avait pas... Je ris parce que ça semble tellement stupide. Mais je sais. Ridicule, en tout cas. Il y avait des équipements, il n'y avait pas des rues d'accès, il n'y avait pas des moyens d'accès. Les gens, là, ils n'ont pas tous la voiture, il n'y avait pas des lignes de bus qui pouvaient donc, y arriver. Donc, ils ne pouvaient pas aller à l'hôpital de toute façon. Et il n'y avait pas de personnel aussi qui pouvait y arriver. Donc, les hôpitaux étaient vides. C'est ce que tu disais. C'est bien, il y a 4 murs, mais il ne se passe rien. Ouais. Donc, il y a par exemple, ça c'est intéressant, ça m'avait beaucoup frappé. Nous, on avait aidé à travers l'association des pompiers de Menton et Grasse, qui sont des associations humanitaires, ce sont des pompiers, des bénévoles qui font du bénévolat. Ils sont extraordinaires, des personnes vraiment d'une grande générosité et d'une grande force aussi, parce qu'ils partent dans des pays difficiles, dans des moments compliqués. Hein. En Turquie, après le tremblement de terre, par exemple. Au Maroc, ils partent, même dans le Var, quand il y a des inondations importantes. Donc, eux, ils étaient allés pour reconstruire des maisons et reconstruire des écoles financées par MAP. Et ils étaient allés personnellement. Et ils m'ont raconté au retour des choses qui nous font rigoler, mais c'est quand même l'expression du fait que nous arrivons là-bas, nous construisons avec notre mentalité, mais nous n'écoutons pas les gens sur place. Par exemple, ils ont reconstruit des maisons, il y a des associations qui sont allées là-bas, ils ont reconstruit des maisons avec vraiment toute la volonté. Ils ont construit des maisons à 2 étages, donc bifamilières. Des étages, l'étage supérieur pour une famille, à l'étage inférieur une autre famille. Les ont été équipés d'électricité, d'eau, etc. Vides. Pourquoi ? Parce que les gens là-bas n'étaient pas habitués à vivre dans une maison qui n'était pas à eux personnellement seulement. 2 familles sous le même toit, pour eux, c'était pas dans les costumes, c'était pas... Et donc, ils ne voulaient pas. Parce que il faut penser aussi, ce sont des pays où il y a des traditions
des croyances. Des croyances. Et ils sont esclaves de leurs croyances, qui se passent de père en fils, de père en fils. Et donc, il y a certaines choses qui portent malheur, et on ne fait pas. Comme vivre dans une maison à deux, sous le même toit, deux familles. Là, c'était le Sri Lanka, par exemple. On ne fait pas. Dans la campagne, c'était pas dans la ville, évidemment. Ou à la mer, disons plutôt, c'était des zones côtières. Ça, c'est un petit exemple, mais qui te dit des erreurs que nous faisons quand nous allons là-bas en pensant bien d'aider avec notre mentalité. On dit, mais pourquoi faire seulement un étage? Comme ça, on a plus de familles qui auront une maison. Mais on va contre les croyances des gens. On ne peut pas. Peut-être dans quelques années, il y aura une évolution dans les croyances et ils seront prêts à habiter dans des maisons bifamiliales ou même des condominiums. Mais pas pour peut-être pas tout de suite. Hein. Pas tout de suite. Peut-être pas tout de suite. Mais pour te dire, donc, comme tu disais, la première chose, c'est écouter. Écouter. Écouter localement les besoins. Et après, il faut aussi faire un tri. Parce que, évidemment, il te demande aussi la lune, parfois. Ah oui. Parce que c'est des gens qui ont vraiment très, très peu. Donc, ils commencent à penser que tu arrives avec beaucoup d'argent. Et donc, ils te demandent plus et plus. Donc, il faut faire quand même mettre des limites et commencer petit à petit à dire oui, ça, on fait le nécessaire. On donne la priorité au nécessaire. Après, ça, c'est un plus. On verra. Mais quand on t'écoute, on se dit que finalement, être présidente de Monaco et ta présence, c'est un job de manager plein. Oui. Ben oui, mais comme toutes les associations. Oui. Tous les instituts. Je dis Monaco et des présences parce que c'est la tienne, mais j'imagine... Ah oui, c'est un gros travail. Parce on que a cette idée du bénévole, voilà. Mais en fait, on est sur une organisation sociétale qui ressemble à une entreprise. Oui. C'est du management. C'est de plus en plus, tu vois, il faut que ça soit comme ça. Ouais. Toutes les associations maintenant, elles sont en train de se structurer d'une façon organisationnelle, sérieuse, ou sinon elles sont portées à disparaître, à fermer. Parce que ce n'est plus possible. Aussi, la loi ne te le permet plus. Ouais. Parce que regarde maintenant ce qui est en train de passer. Nous sommes tous contrôlés. Bon, déjà, nous étions contrôlés. Monaco tu parles des textes avec Monival. Monival fait peur à tout le monde. Oui. Et effectivement, nous, en tant que membres d'associations humanitaires, caritatives ou qui dépendent des donations des autres, nous avons assez peur. Parce que si on doit commencer à demander à tous les donateurs une preuve d'adresse, un passeport, il y a beaucoup de donateurs qui ne veulent pas. J'allais te poser une question sur les donateurs, parce que là, on parle de tout ce que vous faites sur le terrain, et c'est formidable. Mais ça fait plusieurs fois qu'on se dit qu'il faut beaucoup d'argent. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des gens autour de vous qui choisissent de vous confier de l'argent. Bien sûr. Et on a cette idée du donateur qui fait un chèque dans un bal un soir. Mais en fait, les donateurs, c'est aussi une forme d'engagement. C'est aussi une forme d'engagement, bien sûr. Disons que on a souvent des associations qui sont assez, comme par exemple aussi, je suis sûre, la MAD, plutôt que Mission d'enfance, plutôt que la Croix-Rouge monégasque, évidemment, etc. Il y a des gens qui font des légués, donc ils font des legs. Nous avons eu des legs dans le passé, donc ce sont des personnes qui connaissaient l'association, qui avaient beaucoup de confiance dans l'association, ils voyaient ce qu'ils faisaient, ils étaient des résidents monégasques, ou même on a eu des fondations anonymes, on n'a jamais su qui étaient, qui nous donnaient l'argent, c'est-à-dire les trustees n'ont jamais voulu dire qui étaient. Parce qu'on a cette image en tête, et pardon si ça te semble être un cliché, mais on a cette image en tête du donateur qui donne un peu d'argent ou qui donne de l'argent pour avoir bonne conscience. on a un peu cette image. Il y a de tout, mais tu sais, il y a de tout. Il y a des donateurs
Par exemple, à l'époque, quand on avait, maintenant on n'a plus, mais on a eu pendant des années des orphelinats, donc on parrainait les enfants. Mais c'était magique, parce que tu voyais des donateurs qui donnaient 20 euros, 10 euros, 30 euros. Alors tu parlais de l'UNICEF tout à l'heure, c'est ça qui est magique, c'est qu'à l'UNICEF, tu peux acheter un stylo. Ben voilà. Voilà. Et tu fais quelque chose, c'est un acte militant. C'est ça. Tu vois, c'est... Tout à fait. Donc, en fait, il y a un peu de tout. Et c'est beau ça, parce que le donateur, il y en a qui le font parce qu'ils veulent se montrer. Oui. Il y en a qui le font parce qu'ils le font vraiment avec le cœur. Il y en a qui le font, voilà, pour se mettre le corps en paix, par contre. Donc, il y a un peu de tout. Mais tout est bienvenu. L'important, c'est le résultat. Le résultat. L'important, c'est le résultat. Et tu sais, puis la chose, par exemple, une disons, des caractéristiques qui a, depuis toujours, caractérisé Monaco et des présences, c'est que le 100% des donations est toujours allé au projet. Pourquoi ? Et jamais aux structures, à la structure. Parce que nous avons l'avantage d'avoir quand même une subvention d'État. Oui. Nous avons aussi l'avantage d'avoir un local donné par les domaines. Donc, avec la subvention, nous payons le 100% de toutes les dépenses administratives. Donc, notre coordinateur de projet, qui est salarié, en règle, etc. Les dépenses de voyage pour le coordinateur de projet ou pour des bénévoles qui ne peuvent pas se payer le voyage. Sinon, nous sommes, nous, du board, quand nous partons, nous payons nous-mêmes le voyage. Alors, c'est toi, quand tu me dis « je suis allée au Brésil », c'est pas Monaco et des Présences qui paye, c'est toi. C'est moi qui a payé le voyage. Il y a ma vice-présidente, mon amie Pilar Clem, elle aussi s'est payé le voyage. Il y a 2 amis bénévoles qui aident Monaco et des Présences et se sont payés le voyage et l'hôtel. Parce que malheureusement, parler de grandes organisations, les grandes organisations, je parle par exemple de la Croix-Rouge internationale, c'est une très belle organisation. Elle fait des choses, surtout dans des pays difficiles, dans l'urgence, etc. Mais l'UNICEF, si tu vas voir les dépenses le bilan, de structure, tu prends peur. Oui. Tu le sais. Parce qu'ils ont une structure tellement importante, tellement lourde, la logistique aussi. Donc, l'administration, elle se mange le 70% du don. C'est beaucoup. Et oui, mais tu vois, je comprends que c'est difficile que ça soit pas comme ça. L'avantage des petites associations, où surtout il y a un board qui est bénévole et il y a seulement 2 ou 3, nous avons seulement un coordinateur et nous avons un monsieur qui était bénévole mais qui prend vraiment rien et qui nous garde le dépôt à Beau Soleil, tu vois, où les gens nous amènent des choses qu'après on les distribue, on les amène dans les pays, où on les donne aux pompiers, pour les familles qui en ont besoin localement, etc., ou à Myre, qui est une très belle association à l'Ariane, avec le père Brotson qu'on aide, parce qu'on a fait aussi des actions locales avec Myre, notamment, ou avec les pompiers. Et oui, parce que malheureusement, il y a aussi besoin ici. Beaucoup. Qui était moins à l'époque. Moins. Et maintenant, c'est devenu, avec tous les problèmes politiques, les guerres, les conflits de société. Aujourd'hui, dans notre propre société, il y a déjà des conflits. Il y a beaucoup de besoins. Beaucoup de besoins ici. C'est pour ça que nous avons aussi augmenté notre aide localement à travers MIR, qui est une association qu'on aime beaucoup. Ils ont l'épicerie sociale, notamment. On les a aidés à mettre en... Il y a des choses quand même... il faut reconnaître à l'humanitaire que vous avez beaucoup d'imagination. Et que vous créez des choses, vous trouvez des solutions. Il y a beaucoup qui se fait ici. Et ça, c'est un côté de Monaco qui n'est pas connu. Tu sais pourquoi ? Parce que personne n'intéresse. C'est ça. Parce que sur les gens de Monaco, ils savent, et encore, les résidents. Mais si tu vas à l'extérieur de Monaco, ils ne savent même pas
que la DCI, la direction de la coopération internationale, qui est le bras pratiquement humanitaire du gouvernement, mais il donne un montant incroyable chaque année. Ils ont des projets dans le monde entier, extrêmement efficaces dans le monde entier, notamment en Afrique. Ils font des choses extraordinaires. Mais qui le sait? Parce que dans la presse, on aime seulement le bling-bling ou les scandales. Dans la presse... Alors j'écoutais... Je parle des gens qui ne connaissent pas Monaco. Oui. J'écoutais ce matin une chronique d'un journaliste qui disait « Malheureusement, aujourd'hui, dans notre société, on n'aime que la sensation. » C'est ça. Et ça, c'est pas seulement Monaco. On n'aime que le sensationnel. Non, mais c'est de partout. Donc on aime parler de guerre. On aime parler de difficultés, on aime parler de maladies, on aime parler de conflits, on aime parler de drames. Des morts. Voilà. Mais on ne parle pas ou des de scandales, ceux qui... les scandales financiers, les scandales amoureux, de personnes célèbres, de people. C'est ça. Donc, c'est tous les magazines people, parce que les gens, ils veulent rêver, en fait. Ils veulent penser. Oui, mais ça les fait pas rêver. Tu crois que ça les ferait pas rêver, ça? Parce que quand on t'écoute, on rêve quand même. On s'imagine tout ce que tu fais. Parce que c'est quoi ta récompense à toi? À moi, c'est une récompense incroyable. Moi, je remercie. Je remercie ces gens de me donner la possibilité de les aider. Ah oui. Ah non, mais pour moi, tu vois, quand je vais en Inde, on a un projet avec des enfants qui sont infectés ou sont affectés par le sida. Donc, on a une communauté importante de 100... On oublie que le VIH, c'est... oui, surtout en Afrique, je dois dire. En Inde, il y a des poches. Nous, par exemple, nous sommes tombés il y a 20 ans sur ce projet, et j'avais parlé d'ailleurs avec Fight AIDS. Oui. Et Hervé, notamment, parce qu'on se connaît tous dans les associations ici, au moins les vétérans. Hervé, c'est Hervé Ashbach. Hervé, c'est Hervé Ashbach. Que j'aime beaucoup, avoir un jour comme et ça. Et avec lequel on se connaît bien et on s'aime beaucoup. Et à l'époque, j'avais parlé avec Hervé. Hervé m'avait dit, écoute, nous, on a déjà beaucoup de choses parce qu'on a beaucoup de projets déjà localement. Et puis, ils étaient dans un autre pays d'Afrique, donc j'oubliais, je ne sais plus si c'était le Madagascar ou c'était ailleurs. Donc, on n'a pas la possibilité de prendre... Et là, qu'est-ce que tu fais? Ou tu dis non. Alors, on a envoyé un auditeur sur place. Ah. Et qui d'ailleurs, c'était quelqu'un de la Croix-Rouge monégasque qui m'avait donné son nom. Et on l'a envoyé, et lui, il est revenu, il a dit, écoutez, ce projet, il est un très beau projet, parce que ça a un impact important dans une zone très rurale de l'Inde. C'est en Tamil Nadu, c'est dans le sud. Et d'ailleurs, la princesse Charlène était venue il y a 6 ans, il me semble, visiter un jour le projet. Et c'est des enfants qui sont pris en compte par l'État, parce que le gouvernement indien, il paye pour la thérapie et tous les médicaments. Donc la trithérapie et tous les médicaments sont pris en charge par le gouvernement, donc par l'hôpital. Le problème pour des gens qui habitent à 20 km et qui habitent dans des huttes en paille, c'est pas possible, et ils n'ont même pas un moyen de transport. Et en plus, il y a tout le problème de la société autour, du stigma, qui, pour les gens qui sont ça continue, infectés. Les gens qui ont le VIH, même encore en Europe, ça continue, cette étiquette qu'on leur met. Et c'est incroyable, parce que moi, je t'assure, je suis personnellement ce projet. Je le suis depuis des années maintenant, et j'y vais tous les 2 ans au moins. Mais l'année prochaine, je veux retourner parce que maintenant, il est en train de devenir vraiment un projet assez important. On aide 150 familles et on donne des aides alimentaires. Et aussi, on maintient une structure sur place. C'est une ONG locale avec une équipe de 6 ou 7 personnes dont on paye les salaires et tout, qui vont s'occuper de ces enfants. Donc, ils ont aussi une voiture où ils prennent les bus où ils trouvent pour pouvoir y aller dans les villages et ils suivent tous ces enfants. Chaque semaine, ils vont... chaque semaine, ils sont 6 femmes et ils vont chaque semaine voir
la même famille avec l'enfant où il habite avec une tante, parce que où le papa est décédé, où la maman est décédée, où la maman est infectée. Parce que ces enfants, ils sont infectés par leurs parents, par un parent. Par la maman. Par la maman. Parce que ce qui se passe, c'est que le papa, il arrive avec le virus, il le passe donne à la maman. Ils ne le savent même pas. Ils font l'enfant et l'enfant est positif. Mais moi, je suis étonnée de voir incroyablement avec la thérapie comment les choses ont évolué. Et moi, à mon époque, dans les années 80, quand il avait commencé, moi, je voyais mourir les gens, mais comme des mouches. Et c'était épouvantable parce qu'il n'y avait pas une solution. Eh bien, écoute, ils ont fait des progrès incroyables avec la pharmacologie. Moi, je vois ces enfants qui peuvent aller à l'école, qui sont bien, qui sont souriants, qui sont contents, qui font une vie normale. Normale. Moi, je les touche, je les prends sur moi, on joue ensemble. Ils me font le petit spectacle, ils nous font... Tu vois, c'est des enfants qui sont tout à fait... Et la seule chose, ils doivent avoir une bonne nutrition. C'est pour ça qu'on a dû mettre en place aussi un programme de nutrition. Chaque mois, on donne à toutes les familles un grand un réservoir pour manger, réserve pour manger, de quelque chose qui soit nutritif, donc des lentilles, vous les laissez pas choisir, des pois chiches, du riz de qualité, du lait en poudre, des dattes, tout ce qui est, parce que si les enfants sont mal nourris, le virus il prend Et oui, parce qu'ils sont faibles en fait. Mais tu dois voir comment ces enfants, moi je suis épatée et je ne comprends pas pourquoi il y a ce stigma encore, parce que c'est des gens... Et la dernière fois, je suis allée au mois de mars, on a vu pour la première fois un couple de jeunes, là ils se marient très jeunes en plus, d'enfants on avait déjà connus il y a 6 ans, et donc de jeunes positifs, mais en thérapie. Ils sont mariés, ils ont eu un enfant, et maintenant l'enfant est négatif. Ah, c'est magnifique ça. C'est fantastique. Donc, c'est ça à quoi maintenant la thérapie, ça sert. Et le gouvernement indien, il la donne free of cost. Donc, c'est extraordinaire. Mais toute la logistique, c'est nous qui la prenons en charge. Donc, c'est très beau. Quand je vois ces enfants, voilà, je te disais, pour moi, leur sourire, c'est la joie. C'est ma récompense. C'est ta récompense. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant ? Qu'est-ce qui resterait à te souhaiter ? Parce que quand on a d'avoir l'énergie et la santé pour continuer, et aussi le groupe autour de moi, parce que MAP est une équipe. Donc, j'ai quand même, tu vois, en ce moment, il y a Nancy, qui est Nancy Dota, qui s'occupe personnellement du Népal. Moi, comme je suis indienne, elle est népalaise dans le cœur. Donc, moi, je vais en Inde, elle va plutôt au Népal. Tu veux dire que vous avez vos préférés ? Oui. Parce que, je ne sais pas, c'est né un peu comme ça. Nancy, depuis toujours, elle a pris à cœur le Népal. Donc, elle a commencé à faire ses treks au Népal, etc. Donc, elle part chaque année. Moi, j'ai commencé à m'occuper de l'Inde parce que je parle bien l'anglais. Et donc, là-bas, c'est très utile. Ils m'ont envoyé, moi, voilà, à cause de ça. Et donc, j'ai commencé à apprendre. Et maintenant, je connais par cœur le projet. Donc, c'est un peu dans mon cœur. Et j'ai Pilar Clem, qui s'occupe personnellement du Brésil parce que en plus elle parle un peu de portugais, elle est de langue maternelle espagnole. Et mais elle parle aussi un peu de portugais, donc elle peut se comprendre, et donc elle a pris à cœur ce pays, donc c'est elle en fait la responsable, disons, du pays. Après moi, je vais derrière, tu vois. C'est ça. Donc on se partage un peu, évidemment. Et puis il y a Brunella Pastorelli qui, elle tient à cœur l'Éthiopie. Donc elle est allée en Éthiopie au mois d'avril pour visiter ce qu'on fait, les structures. On a fait des écoles en Éthiopie et on fait aussi des programmes justement pour éviter les mariages précoces, les mariages des filles. Mariage obligé, mariage obligé au nord d'Addis Abeba. On a un programme où on soutient 130 filles à l'école. Et on leur paye tout.
le logement, les uniformes, la nourriture, tout, parce que c'est comme ça que les familles, qui sont vraiment des familles très pauvres, plutôt que les vendre... Plutôt que les vendre et les marier, les garde, marier, elle les laisse aller à l'école. Et après, ces filles, elles trouvent quand même, elles peuvent se trouver un travail, etc. Et sont elles qui maintiennent leur propre famille. Ouais. Donc, c'est par exemple ça. Et je t'assure, la vie là-bas n'est pas si chère que ça. Et avec... comparable à d'autres pays, beaucoup moins, on peut quand même... On peut avoir un vrai impact aussi. 130 filles chaque année, et puis nous soutenons une partie, parce que c'est une ONG locale. Ouais. Et c'est justement Brunella qui nous connaissait cette dame, qui a créé un CECI pour éviter le problème de la fistula, qui est notamment un problème médical très grave, très grave, et qui affecte les jeunes filles qui, à l'âge de 12 ans, elles font déjà un bébé, elles se cassent complètement le corps. Donc, et là-bas, il n'y a pas des chirurgiens qui peuvent les réparer. Ouais. Il y en a quand même, mais on essaye de prévenir, justement, pour éviter. Donc, tu vois, il y en a un peu de partout. Donc, c'est une équipe, Marthe. Ouais. Hein. Je vois que tu voulais de l'énergie pour continuer. Je pense que tu l'as. Voilà, Alors, on va te souhaiter cette énergie. On va te souhaiter cette Merci. énergie. On va souhaiter à MAP de continuer, même si ça veut dire que finalement, il y a toujours besoin. Et ça, c'est... Voilà, même si c'est ça, on va vous souhaiter de continuer. C'est des gouttes. Si chacun de nous fait quelques petites gouttes autour de soi, sans aller même pas loin, tu vois, nous, parce que je me suis retrouvée dans une association qui avait commencé loin, mais juste à côté de nous, tu m'enseignes, hein, on sort de Monaco, et même à Monaco, il y a des personnes âgées, tu vois, donc ils ont besoin d'être aidés, etc. J'ai une amie qui a, par exemple, créé une très jolie association de bénévoles avec les chiens, qui s'appelle les Chiens de Cœur. Ah oui. Et dont je fais partie. Malheureusement, je voyage beaucoup, donc je ne suis pas trop. Et il y a des bénévoles, des personnes extraordinaires avec leurs chiens qui vont au centre Régnier 3. Oui, c'est les chiens thérapeutiques. Oui, c'est ça. Au centre Régnier 3. Ils vont aux personnes âgées à Villa-la-Quiétudine. Voilà, et puis ils vont à Cap Fleury. Au Cap Fleury au aussi, Cap Fleury. Et ils font une semaine un centre, une semaine l'autre. Et avec les chiens. Et tu dois voir, on porte un sourire ou quand même un moment de détente à des gens qui sont des gens âgés et qui sont enfermés un peu dans leur maladie, dans leurs problèmes. Dans la solitude. Et même ils les regardent, les chiens. Quelqu'un les prend sur soi, tu vois. Et c'est très sympathique, ça, tu vois. Donc, ça suffit de faire des choses autour de soi pour pouvoir porter un sourire, en fin de compte. Hein, parce que ce qui compte, c'est que les gens sourient. Ces souris sont contents. Écoute, en tout cas, tu nous as donné le sourire. Merci. C'est trop gentil. Merci, Donatella. Merci à toi. Merci. Je te remercie du fond du cœur de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer sur mon amour pour ce que je fais et aussi mon affection pour cette principauté. Parce que c'est mon pays de cœur. Et ça sera toujours mon pays. Et je me sens très privilégiée de pouvoir habiter ici. Oui. Merci. Nous, on a la chance de t'avoir. Écoute, c'est l'équipe, encore une fois. Voilà. Merci beaucoup, Geneviève. Merci, Donatella. Merci beaucoup. Merci.